Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Donc, bienvenue au conseil d'arrondissement du 4e arrondissement. Avant de commencer, je voudrais remercier le protocole de la ville de Lyon et la DSITN pour l'installation de la visio. Comme quoi, ce service, malgré ce qui a pu être dit dans le passé, est fort utile. On les remercie beaucoup. Donc, le mercredi 4 novembre 2020 à 18h, mesdames et messieurs, les membres du conseil d'arrondissement dûment convoqués le jeudi 29 octobre 2020 par monsieur le maire du 4e arrondissement se sont réunis dans la salle du conseil. Nous allons procéder à la désignation d'un secrétaire. Je vous propose la candidature de madame Laura Arnaud. Je soumets cette proposition au vote. Alors, je vais commencer pour faire plus simplement pour la délibération par demander qui est contre, contrairement à ce qu'on fait d'habitude. Personne qui s'abstient? Je ne vois rien. Je n'entends rien. J'imagine que tout le monde est pour. Donc, pour notre séance de ce jour, madame Laura Arnaud assurera les fonctions de secrétaire et va maintenant procéder à l'appel nominal des élus. Madame Arnaud. Mes chers collègues, bonsoir. Je procède à l'appel nominal. Monzin Rémi. Présent. Trias Élodie. Présent. Mecklenburg Samuel. Présent. Guitare Aline. Présente. Arnaud Mathieu. Présent. Arnaud Laura, moi-même ici présente. Cabot Marie-Agnès. Présente. Chevalier Alexandre. Présent. Vidal Chloé. Présente. Palomino Sylvie. Présente. Papex Yannick. Présent. Bourron Nadège. Présente. Rigaud Loïc. Présent. Kimmelfeld David. Absent? Absent. Il devait être connecté, mais je n'ai pas de nouvelles. Et ben, on va considérer qu'il est absent. Télé Anne. Présente. Merci. Merci madame Arnaud. Avant de commencer le déroulé du conseil, je souhaiterais m'exprimer en tant que maire sur différentes situations qu'on a pu connaître lors de ces derniers jours dans notre arrondissement. Par ordre chronologique, nous avons vécu l'opération de relogement des occupants de l'ancien collège Maurice Sèvres. Cette opération s'est globalement bien déroulée. Et on va dire les migrants ont été relogés. Donc, depuis cette opération, je sais que certains d'entre eux n'ont pas été tout à fait pris en compte par les différents dispositifs. Je ne doute pas qu'une solution soit trouvée rapidement pour que l'engagement du maire de Lyon soit tenu. Je souhaiterais remercier l'ensemble des personnes associatives, collectives, agents et élus pour l'action mise en œuvre pour atteindre cet objectif. Je souhaite également souhaiter une bonne continuation à tous ces hommes qui ont vécu un temps sur notre arrondissement. Je leur souhaite de réaliser leur objectif et de faire racine avec nous dans notre pays. Enfin, je remercie les habitants et habitantes de notre Croix-Rouge pour toute la solidarité déployée au cours de ces 2 années. Hélas, bien plus tristement, je dirais que les habitants du 4e arrondissement ont été aussi touchés par l'acte de terrorisme perpétué par un des professeurs de l'éducation nationale, M. Samuel Paty, enseignant dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine. Beaucoup de choses ont déjà été dites, bien des paroles ont été entendues. Plutôt que de paroles, je vous propose de nous lever et de marquer un temps de silence en l'honneur de ce serviteur de l'État assassiné pour avoir voulu transmettre les valeurs de la République. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vous avez pris connaissance du compte-rendu et du procès-verbal de la séance du mercredi 16 septembre 2020, tel que modifié par Madame Anne Pellet hier.
Si personne n'a d'observation à présenter concernant leur rédaction, je les mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le PV est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous propose de présenter dans un premier temps une délibération portant sur la retranscription des séances du conseil d'arrondissement et leur tenue à distance. Cette délibération est posée sur les tables. Donc c'est la délibération 52. Donc dans le cadre de la nouvelle période de confinement qui a débuté le 30 octobre 2020, cette délibération précise le cadre légal pour la tenue de notre conseil d'arrondissement par visioconférence. Cela concerne l'identification des participants, l'enregistrement et la conversation, la conservation des débats et la tenue des scrutins. Ces dispositions ne sont pas propres au 4e arrondissement et concernent l'ensemble des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Je mets ce rapport aux voix. Pour des raisons de facilité de gestion de voix, je propose aux élus parmi nous en visioconférence de lever la main en cas d'abstention ou de vote contre. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, ce rapport est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous propose ensuite une délibération portant sur la nomination de conseillers du 4e arrondissement au sein des conseils de vie des établissements municipaux d'hébergement de personnes âgées dépendantes. C'est le rapport 30. Je vous propose pour l'EPA Hénon et pour l'EHPAD Nérius Bertrand la candidature de Marie-Agnès Cabot. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, rapport adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous propose à présent de voter une délibération portant sur le vote du budget primitif de notre arrondissement pour 2021. Je cède la parole à Élodie Trias, première adjointe, pour le rapport 31. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, chers collègues. Donc, ce budget primitif 2021 reconduit à l'identique le budget de 2020. La somme totale du budget du 4e arrondissement est de 523 183 €. Dans cette dotation, il y a deux parties. La plus importante est la dotation de gestion pour 482 491 €. Elle est calculée à partir des dépenses de fonctionnement des équipements transférés. Et le deuxième critère, c'est la population. Le troisième critère est le revenu fiscal moyen par habitant. La deuxième dotation est plus limitée, c'est la dotation d'animation locale. Elle est de 40 692 €. Elle est destinée à l'information et à l'animation de la vie locale, dont les conseils de quartier. Voilà, les chiffres annoncés sont prévisionnels et cela pourra évoluer durant l'année 2021. Je vous remercie. Donc, je vais mettre ce rapport aux voix. Qui est contre? Ah, je vois plus. Voilà. Merci. Donc, je recommence. Qui est contre? S'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Ah, pardon. Oui. On vous entend pas. Attendez, madame, on vous entend plus. Bougez pas. J'ai vu que vous avez oublié parler. C'est bon, allez-y. Bonjour à tous. Simplement vous expliquer que David Kimfen n'a pas réussi à se connecter, donc peut-être qu'il va y arriver en cours de séance. Il continue à essayer. Voilà, ça c'est juste pour votre information. Et puis par rapport donc à ce vote, je voulais donc pour nous ça sera une abstention, en sachant que bon on reste bien évidemment solidaire dans cette surtout dans cette période particulière. Voilà, mais en fait c'est une abstention pour moi. Donc j'ai bien noté, madame Palomino, pardon, une abstention, donc une seule abstention sur l'ensemble du conseil, pas d'opposition, donc c'est adopté à la majorité. Le rapport 32, madame Trias. Le rapport 32 concerne, donc, monsieur ma chère collègue, 2 jardins partagés sont concernés par cette délibération dans le 4e arrondissement.
le jardin collectif partagé du réseau santé au sein du parc Chasière, qui se voit attribuer une subvention de 1 200 €, et un nouveau jardin partagé que nous sommes heureux de voir naître dans le 4e à l'angle de la rue des Entrepôts et de l'avenue Birmingham. Il est géré par l'association Le Canard de Sonnery et il s'appellera le Jardin d'Ivan en hommage à un des initiateurs de ce jardin malheureusement décédé. Il perçoit la somme de 1 300 € et nous espérons pouvoir l'inaugurer prochainement dès que l'évolution de la crise sanitaire le permettra. Je vous remercie. Donc je mets ce rapport au vote. Est-ce que je peux intervenir? Ah, une question, oui, allez-y. C'est Monsieur Rigaud. Bonjour, Monsieur Rigaud, chers collègues. C'est juste pour saluer le dossier de subvention de l'association Le Canard de Sonnery, puisque c'était un projet au départ porté par le conseil de quartier Croix-Rousse-Saône, qui est donc un bon exemple d'un projet porté par des citoyens, organisé dans le cadre du conseil de quartier, et qui arrive ensuite à se transformer en une association qui porte un projet de long terme pour le développement du territoire. Je vous remercie. Merci. Donc, pas de prise de parole, je mets le rapport. Si, excusez-moi. Oui. Oui, merci. Voilà, moi je voulais saluer effectivement l'aboutissement du projet. J'en suis ravie. Il y a eu un travail considérable toute l'année dernière avec effectivement, comme vous l'avez dit, le conseil de quartier et l'école des entrepôts, qui avait à l'époque l'année dernière obtenu une subvention dans le cadre du PEDT. Donc j'espère qu'elle aura été, qu'elle est encore possible dans la programmation. Voilà, merci et bravo d'avoir abouti. Plus de prise de parole, donc je mets au vote. Qui est contre? Je vois plus nos partenaires en ligne. Voilà. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Rapport 33, Madame Trias. Monsieur le maire, chers collègues, donc cette délibération concerne la participation financière de la ville de Lyon à l'exploitation de 2 navettes locales. Une de ces navettes concerne le quartier de Saint-Rambert et l'autre navette, la S12, concerne les pentes et le plateau de la Croix-Rousse. Les conditions de fonctionnement et de financement des navettes sont définies dans le cadre d'une convention conclue et approuvée en conseil municipal en 2018 pour une durée de 3 ans, donc avec le Citral. La ville de Lyon participe financièrement aux frais d'exploitation de ces services en cas de déficit d'exploitation. Pour l'année 2019, le déficit de la navette S12 est de 61 670 €, soit un coût pour la ville de Lyon de 30 835 €. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions sur ces délibérations? Non. Alors je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Madame Aline Guittard pour la numéro 34. Merci, Monsieur le maire. Alors, cette délibération numéro 34 présente une demande de cautionnement solidaire de la ville de Lyon pour garantir à hauteur de 15% un prêt de 164 198 € souscrit par la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée. Comme nous l'avons déjà vu, comme vous le savez, c'est une opération courante entre la collectivité et les bailleurs sociaux qui facilite les opérations de création de logements sociaux pour les bailleurs et permet à la collectivité qui se porte caution d'être réservataire, c'est-à-dire prioritaire dans l'attribution d'une part des logements créés. Ce dossier porte sur un projet immobilier particulier monté en collaboration non seulement par ICF et la ville de Lyon, mais aussi l'hôpital Vinatier et la fondation ARMH. Vous le savez, depuis plusieurs mois, l'urgence sanitaire nous mène tous à regarder sous un angle nouveau l'état de nos hôpitaux, à en mesurer les fragilités dues à des années de coupes budgétaires et de fermeture de lits, à prendre conscience de la nécessité de remettre la santé au cœur des politiques publiques. Dans ce contexte particulier, le regard nouveau que nous portons sur l'hôpital public ne doit pas se limiter, bien que ce soit une urgence vitale aujourd'hui, au nombre de lits ouverts en réanimation, mais bien sur l'ensemble du monde hospitalier, des urgences à la psychiatrie, de l'entrée à l'hôpital aux suites d'hospitalisation. C'est tout l'intérêt et la singularité de l'immeuble qui est évoqué dans cette délibération. Le projet du 6 rue Philibert Roussy, Lyon 4e,
est avant tout est tout autant un projet social que médical. Il apporte une réponse concrète à une problématique récurrente. Que deviennent ceux qui ont connu durant un temps plus ou moins long l'hospitalisation au milieu psychiatrique? Quelles seront leurs conditions de retour à la vie dehors? De quel accompagnement pourront-ils bénéficier? Comment pourront-ils gérer le passage du séjour encadré à Vinatier à la vie de tous les jours dans une société complexe et rude qui ne les attend pas, voire qui se méfie d'eux? Les 4 logements PLAI de la rue Rossi sont une petite réponse à ces questions. Ce sont des logements accessibles qui constituent un espace de transition situé dans un bâtiment de qualité entièrement rénové, où les patients trouveront non seulement un logement, mais aussi les personnes ressources pour gérer leur quotidien, poursuivre leur suivi psychiatrique, se projeter dans une insertion sociale à long terme. Ces foyers sont des unités spécifiques du centre hospitalier Le Vinatier, où la question de l'autonomie et la gestion de son lieu de vie est travaillée au quotidien. Les locataires, plus exactement sous-locataires, issus des foyers du pôle ouest de Vinatier seront des personnes capables à la fois d'être autonomes dans leur logement, mais aussi de participer et adhérer à la vie collective. D'ailleurs, leur attribution d'un logement de transition sera liée à l'engagement de la poursuite des soins du suivi psychiatrique. Alors que depuis nombre d'années, la psychiatrie est l'un des parents pauvres de la santé, ce genre de vague cousin dont on ne parle que lorsqu'il dysfonctionne, le projet Roussy est bien une bouffée d'oxygène et d'espoir que je suis heureuse de voir s'installer dans notre arrondissement et qui, j'espère, ouvrira la voie à d'autres projets solidaires et sociaux sur notre territoire. C'est pourquoi je vous invite à voter pour cette délibération. Merci beaucoup, Madame Guittard. Donc, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Non? Ah, Madame Palmino, oui. Voilà, là aussi, c'est un projet qui a demandé beaucoup de travail sur la fin du mandat précédent. Et je suis ravie, effectivement, que vous l'accompagniez et qu'il aboutisse aujourd'hui. D'autres prises de parole? Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Toujours Madame Guittard pour le rapport 35, la délibération 35. Ouais. Alors cette seconde délibération est un peu particulière puisqu'elle nous est présentée pour avis, mais ne contient absolument rien qui concerne notre arrondissement directement. Il s'agit ici des modifications simplifiées et des modifications du PLUH, modification 2 qui porte sur 2 sujets, les portées à connaissance risque de l'État, qui définissent les périmètres de protection autour d'une installation classée présentant des risques technologiques, et des emplacements réservés pour des équipements publics ou d'intérêt collectif. Toutes les parcelles concernées dans cet ensemble de modifications sont situées dans le 3e, le 7e, le 8e et le 9e arrondissement. Mais je profite de cette délibération, que je vous demanderai évidemment d'approuver, pour ne pas se fâcher avec les autres arrondissements, me permet d'évoquer le travail préparatoire à la modification 3 du PLUH qui est entamée dès aujourd'hui, même si elle ne sera soumise à nos voix que dans plusieurs mois. Plus globalement, d'évoquer la façon dont nous voulons mettre en œuvre la concertation avec les habitants et leur permettre d'être consultés, impliqués dans les choix qui concernent leur environnement direct. Depuis ma prise de fonction, je suis interpellée chaque jour par des habitants amoureux de la Croix-Rousse et inquiets de son devenir, amoureux de son architecture et inquiets de la hausse incessante des prix du foncier, amoureux de sa douceur de vivre et inquiets de la bétonisation, amoureux de son histoire et inquiets de la disparition des dents creuses et du patrimoine industriel de nos quartiers. Amoureux, inquiets, mais aussi terriblement volontaires. Des habitants engagés dans les conseils de quartier, dans des collectifs ou des associations, dans nos cibles, de simples citoyens isolés qui cherchent comment être impliqués dans les choix d'urbanisme de la Croix-Rousse. Je crois que la concertation et la coélaboration sont essentielles si nous voulons rendre à nos concitoyens le sentiment qu'ils sont partie prenante de leur quotidien, leur rendre le sentiment qu'ils comptent et qu'ils pèsent. C'est pourquoi, conformément à nos engagements de campagne, les propositions que je ferai lors de la rédaction de la modification 3 du PLUH, puis les propositions concernant la modification 4 seront, dans le cadre de la loi, le fruit non seulement des idées portées par notre majorité dans son programme, mais aussi d'échanges avec les CIL, qui sont de véritables spécialistes de l'arrondissement, comme les associations d'usagers de soins d'un service public, et des échanges avec les conseils de quartier, les structures associatives, les collectifs, les habitants et l'ensemble des acteurs de nos quartiers. Voilà. Maintenant, je vous propose de voter pour cette délibération.
Est-ce que Madame Palomino a quelque chose, quelques éléments à apporter à son actif sur le bilan en ce qui concerne le PLUH et l'urbanisme sur la Croix-Rousse pour le coup? Sur la Croix-Rousse, écoutez, il y a eu un travail de concertation assez important, un certain nombre de réunions. Je pense que vous avez très certainement, en tant que Croix-Roussien, pu participer à quelqu'une de ces instances. Donc, écoutez, je pense que continuer dans les concertations est une très bonne chose. Après, effectivement, arriver à trouver l'équilibre entre les logements, et vous en avez parlé tout à l'heure avec le projet qui a abouti, nécessaire en fonction effectivement des publics, des habitants, et concilier aussi un équilibre sur notre quartier en termes d'équipement, d'espaces verts et d'aménagement. Voilà, est un exercice complexe. Donc j'espère qu'on avancera positivement dans ce sens. Très bien, je soutiens Mme Guittard dans le travail qu'elle fait de déminage, je dois le dire. Voilà, elle a tout mon soutien de ce côté-là. Donc, Madame Pellet. Une autre nom, Madame Pellet. Oui, merci Monsieur le maire. C'est juste puisque vous faites allusion quand même forcément au PLUH, même si ce rapport est pas complètement, est différent de ce que je vais dire maintenant, c'est que le PLUH que vous avez mené sûrement avec beaucoup de concertation a montré quand même des travers, notamment à la Croix-Rousse, qui ont été plusieurs fois relevés et par plusieurs associations aussi amoureuses de la Croix-Rousse. Donc, il est toujours perfectible, à mon sens. Madame Pellet, vous vous adressiez à moi ou à Madame Palomino? Je n'ai pas compris. Je m'adressais à tout le monde sur le PLU et on remarque à ce qu'a dit Madame Palomino, mais pas spécialement à vous, c'est tout le monde. D'autres prises de parole sur le sujet délicat de l'urbanisme à la Croix-Rousse? Non? Alors, je mets le rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le rapport est adopté. Pardon? Ah, Mme Pellet, une abstention. Merci. Donc, c'est adopté à la majorité. Madame Guittard, le rapport 36, s'il vous plaît. Alors, le rapport 36, qui évoque la mérule, qui malgré un nom qui a l'air amusant, n'a rien de léger. C'est un champignon lignivore, c'est-à-dire qui se nourrit du bois de construction, et donc essentiellement du bois des charpentes et des huisseries, dans des immeubles ou des maisons qui sont humides ou mal aérés, ce qui arrive un peu régulièrement sur notre arrondissement dans les vieux immeubles. C'est un parasite qui se propage à grande vitesse et peut se montrer très envahissant et surtout très prédateur pour les bâtiments où il s'installe. Face à cette lèpre des bâtiments, la loi numéro 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, dite loi ALUR, a inséré dans le code de la construction et de l'habitation des obligations claires quant au devoir de déclaration en mairie par les occupants ou à défaut par les propriétaires ou syndics de copropriété de tout lieu touché par ce parasite. Il s'agit à la fois d'endiguer sa prolifération, mais aussi de permettre des diagnostics techniques complets lors de potentielles ventes. La délimitation des zones touchées par ce fait est produite par un arrêté préfectoral sur proposition des mairies qui maîtrisent les localisations. Le site internet de la ville de Lyon fournit donc non seulement la liste des zones touchées et le CERFA nécessaire à une déclaration, mais également des outils pour comprendre ce parasite, les manières de l'éradiquer et les supports d'aide pour le faire. En ce qui concerne notre arrondissement, où un certain nombre d'immeubles et de maisons anciennes sont présents, nous étions déjà touchés depuis les premiers décrets, puisque nous avions déjà 4 zones délimitées, toutes placées à l'est du territoire et de la grande rue de la Croix-Rousse. La zone 5 que nous allons délimiter ce soir est motivée par la déclaration dans la période fin 2019, début 2020, d'un cas situé au droit des numéros 3 et 4 de la rue Richamp et qui s'étend jusqu'à la portion de rue comprise entre la Grande Rue et la rue de Belfort, en vertu des risques de prolifération rapide par la mitoyenneté des bâtiments. Donc je vous invite à présent à voter pour cette délibération qui va permettre la mise à jour des zones à risque, qui permettra à nos concitoyens de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur habitat. Merci. Donc je vais mettre ce rapport au vote. Pas de prise de parole. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
Je vais passer la parole à Monsieur Alexandre Chevalier, s'il vous plaît. Pour la délibération 37. Comment 37, merci. Monsieur le maire, donc, chers collègues, la délibération 37 donc, concerne un dispositif de soutien individuel aux athlètes de haut niveau. Donc, depuis 2001, la ville de Lyon met en place une opération destinée à aider financièrement les sportifs lyonnais susceptibles d'être sélectionnés pour les JO olympiques et paralympiques. Donc, on avait effectivement en 2004 Lyon-Athènes 2004, on avait Lyon-Turin 2005, Lyon-Pékin 2008, etc. Donc, cette opération consiste à passer une convention entre la ville de Lyon, un club et l'un de ses sociétaires qui a le potentiel de représenter la France à ces Jeux. Donc, cette année, nous avions un Lyon-Tokyo 2022 qui était prévu. Ces JO a été reporté au 23 juillet 2021, vous imaginez bien en raison des conditions sanitaires. Mais effectivement, la ville de Lyon tient à soutenir ces sportifs de haut niveau. Alors, ces sportifs de haut niveau, c'est souvent des sportifs qui appartiennent à des petites fédérations qui n'ont pas forcément les moyens, effectivement, de financer leur quotidien. C'est des personnes qui n'ont pas forcément non plus la possibilité de travailler à côté. Donc, c'est important, effectivement, d'avoir ce soutien, même si il est assez modeste, un star sportif, parce que en catégorie 1, on est à 7 500 €, et c'est les catégories B, comme vous verrez dans le rapport, on est à 4 100 €. Mais en tout cas, je trouve que c'est important que la ville puisse marquer son soutien à ses sportifs. Et donc, je vous invite effectivement à voter pour cette délibération. Voilà. Alors, pour la délibération que vient nous présenter M. Chevalier, est-ce qu'il y a des prises de parole? Non. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc, pour le 38, toujours vous, M. Chevalier. Alors, je continue dans le sport. Sur la délibération 38, donc là, elle porte sur le dispositif Trait d'Union. Donc, le Trait d'Union, c'est un dispositif qui avait été mis en place par la ville en janvier 2019. Ce dispositif soutient les initiatives innovantes des clubs sportifs amateurs lyonnais et renforce le lien avec les clubs professionnels. Je me permets quand même de rappeler un peu les objectifs de ce dispositif parce qu'on a eu malheureusement là, un club sportif croatien qui a été retoqué sur la dernière commission. Donc, d'où l'importance quand même de tenir ces objectifs. Donc, l'objectif est de soutenir des actions innovantes dans les domaines suivants: la santé, la mixité femmes-hommes, l'insertion, intégration des publics fragiles ou en situation de handicap, l'adaptation des pratiques aux besoins des seniors, la formation des bénévoles et des arbitres, les actions de nature à renforcer le lien social dans les quartiers, les actions éco-responsables et les actions associant sport et culture. Donc, c'est vrai que c'est un dispositif assez normé, qui va l'être encore plus d'ailleurs, parce qu'effectivement, la nouvelle adjointe au sport est en train de redéfinir un peu les critères et de les affiner. Donc, pour cette deuxième session, il y avait déjà eu une première session le 24 février dernier. Pour cette deuxième session, donc on est sur une enveloppe globale de 98 000 €. Et elle concerne donc un club sportif croatien a été sélectionné, c'est le Football Club croatien, qui nous propose de très belles actions justement autour de la lutte contre les discriminations, lutte contre le racisme, etc. Et d'ailleurs, nous serons sans doute invités à partager un peu leurs activités tout au long de l'année. Donc voilà, moi je soutiens évidemment ces initiatives-là, à la fois sur le 4e et plus largement sur la ville. Donc je vous invite à voter pour. Alors, pour le trait d'union, donc, est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas. Qui vote contre? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Madame Laura Arnaud. Merci. Avant de revenir sur ma délibération, je voudrais, dans la lignée de ce qu'a exprimé Monsieur le maire en début de séance, je souhaitais rappeler ici tout notre soutien aux enseignants et personnels de l'éducation de notre arrondissement. Car on sait bien qu'au-delà de l'enseignement des programmes scolaires, c'est dans nos écoles que se transmettent les valeurs républicaines.
et que nous éveillons les jeunes générations à l'importance du vivre ensemble. C'est pourquoi nous avons d'une part rendu hommage à Samuel Paty le mercredi 21 octobre dans la mairie du 4e, suite à la lecture vibrante que je souhaite saluer ce soir d'un texte de ma collègue Aline Guittard, elle-même enseignante. C'est pourquoi j'ai participé à l'hommage rendu lundi dans l'école La Fontaine en présence d'élèves de CM2, que j'ai d'ailleurs trouvé très attentifs et conscients de la solennité du moment, qui m'a particulièrement touchée. Et c'est pourquoi aussi, au-delà de ces hommages, nous co-construisions actuellement avec l'éducation nationale et les enseignants volontaires des interventions permettant d'échanger avec les élèves sur les valeurs de la République, sur la laïcité. Les associations de l'éducation populaire seront bien sûr pourront tout à fait associées à ce projet. Par ailleurs, concernant les écoles, il faut quand même rappeler que nous gérons aujourd'hui une rentrée scolaire dans un double contexte d'urgence, à la fois sanitaire et sécuritaire. Dans cette optique, nous sommes en train de mener un travail d'aménagement et de l'organisation des écoles, comme par exemple l'échelonnement des entrées et de sorties dans les établissements. Certains établissements sur notre arrondissement, comme Joseph Cormier et sur une moindre mesure l'école La Fontaine, ont déjà mis en place des mesures. Et nous souhaitons aller bien sûr plus loin avec d'autres établissements. Nous travaillons également à l'identification des établissements où les entrées et les sorties sont trop étroites, afin de mettre en place des aménagements, et ceci en lien avec la métropole. On a un exemple là-dessus qui a été mis en place d'ailleurs avant les mesures de confinement récentes. Sur l'école Commandant Arnaud maternelle, 6 places de stationnement ont été retirées juste avant les vacances scolaires, rue Belfort, et des barrières installées en bordure de route afin de libérer l'espace piéton devant la porte latérale du bâtiment. C'est un exemple d'aménagement qui facilite les entrées et les sorties des enfants et permet un meilleur respect des gestes barrières, des distanciations pour les parents. Voilà pour ce rappel. Je vais maintenant revenir sur la délibération 39 qui concerne des ajustements au projet éducatif du territoire, PEDT, de 2021, dont je vais revenir sur les éléments principaux concernant particulièrement l'arrondissement du 4e. Donc d'une part, je vous présente la prolongation de la durée d'utilisation des subventions accordées aux coopératives scolaires pour transférer ces subventions de l'année 2020-2021 sur l'année 2019-2020 qui n'ont pas été utilisées sur l'année 2020-2021. Pour notre arrondissement, il s'agit de prolonger des subventions pour 3 projets d'initiative locale, donc c'est des projets qui sont portés par les coopératives scolaires. Il s'agit donc, comme Madame Palino l'a cité en début de séance, du jardin partagé des entrepôts qui a bien été reporté, pardon. Donc le montant de l'année dernière sera bien reporté sur le montant de l'année 2020-2021. Il s'agit également dans cette école d'un projet cirque pour les classes de CM2. Et puis pour l'école maternelle Jean de La Fontaine, un projet qui a enfin abouti de fresques murales. Donc nous sommes très, très heureux d'avoir fait aboutir ce projet. Sur justement des mises en recouvrement des séjours libres 2019-2020, je ne vais pas m'attarder car on n'a pas d'école concernée sur le 4e. Par contre, je vais revenir sur l'attribution de subventions pour les projets d'initiative locale, donc toujours portés par les coopératives scolaires. Pour rappel de ces attributions et des projets d'initiative locale, donc cette année, du fait du contexte de la crise sanitaire, il a été décidé quand même de doubler l'enveloppe dédiée aux projets d'initiative locale, soit 200 000 €. Avec l'objectif de favoriser des initiatives autour de thématiques identifiées comme prioritaires, à savoir bien sûr la prévention du décrochage scolaire, dont on a sur notre arrondissement vu
les impacts qu'a fait le premier confinement sur le décrochage d'une partie des élèves pour certains établissements. Le vivre ensemble et le climat scolaire, qui est d'autant plus d'actualité par rapport aux événements dont on a évoqué en début de séance. L'école dans son environnement et dans son quartier, la coéducation et le numérique. Sur les aspects de la prévention du décrochage scolaire et de la coéducation, qui à mon sens sont deux thématiques qui s'alimentent l'une et l'autre, nous avons 2100 € alloués au projet de La Fontaine élémentaire, qui ont présenté des projets très intéressants sur la coéducation et le lien des parents avec l'école autour d'un projet de journal des parents et des initiatives pédagogiques sur la question de la coopération et l'intervention d'une association d'éducation populaire. Sur d'autres piles un peu différents, donc nous avons aux entrepôts le projet autour du cirque et d'ateliers autour du cirque pour un montant de 600 €. Et pour un montant de 300 €, des projets autour des contes maternels de la Pierre. Au niveau des lieux d'accueil parents, donc sur un montant total de 66 220 € alloués à l'ensemble des établissements de la ville, 12 000 € sont attribués aux différents lieux d'accueil parents de notre arrondissement, à savoir le lab de la Pierre élémentaire, les labs de Jean de La Fontaine élémentaire et maternelle et les labs du groupe scolaire des entrepôts. Donc, on peut se féliciter également de ces initiatives et ces projets qui perdurent malgré la difficulté actuelle de la situation sanitaire. En ce qui concerne le numérique, je voulais quand même rappeler qu'il y a une subvention de 1 000 € qui va être portée pour le soutien de l'accompagnement des familles sur l'usage et l'accès du numérique. Donc il y a notamment un déploiement de tablettes numériques qui sont effectués dans 10 écoles lyonnaises et l'école Entrepôt en bénéficie sur notre territoire. C'est un financement qui servira également à développer des outils pédagogiques autour de l'usage et de la bonne pratique du numérique. Et je souhaite également revenir sur l'attribution complémentaire de 16 200 € à la Maison de l'Environnement pour, on va dire, participer à la sensibilisation de la transition écologique vers les enfants. Voilà, mes chers collègues, si vous voulez maintenant, on peut passer au vote de cette délibération. Merci Madame Arnaud. Donc, est-ce qu'il y a des prises de parole sur cette délibération? Oui, Madame Palomino. Voilà, merci Monsieur le maire. Voilà, je voulais remercier Laura Arnaud pour cette présentation voilà, intéressante et précise. Voilà, simplement, je voulais profiter de cet espace éducation pour évoquer la mémoire de quelqu'un qui a disparu et qui a compté sur l'arrondissement en termes éducatifs. Il s'agit de Florence Goudgil, qui est récemment décédée, qui a été proviseure donc du lycée Camille Claudel de 2013 à 2019 et qui avait vraiment insufflé par sa personnalité forte, pour ceux qui la connaissaient, un travail très fédérateur sur la Croix-Rousse, avec des actions solidaires, particulièrement, par exemple, avec les Restaurants du Cœur, plusieurs années, mais aussi valorisantes sur les apprentissages professionnels, comme le défilé annuel qu'elle organisait en fédérant jusqu'à 7 établissements de la métropole lyonnaise et qui faisait rayonner, entre autres, la section chapellerie et confection particulièrement, mais pas que, du lycée Camille Claudel. En juin 2018, le lycée a été nommé, grâce à ce travail, d'elle et de son équipe, bien sûr, école ambassadrice du Parlement européen pour la qualité de ce travail. Et on n'oubliera pas le dernier défilé organisé en juin 2019, qui reste un souvenir inoubliable. Donc, nous l'avions vu la dernière fois avec les différents collègues proviseurs et principaux, fin juin, début juillet, lorsque Agnès Vincent, nous avait, en toute précaution, voilà, réuni
pour nous informer de sa mutation. J'adresse au nom, bien évidemment, de mon groupe et puis de tous ceux qui ont travaillé en lien avec elle, toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. Merci. Monsieur le maire, je peux Oui, j'ai eu aussi le plaisir de rencontrer et de travailler avec Madame Goudgil, donc je voulais m'associer aux mots très gentils que vient de dire Sylvie Palomino. Madame Goudgil, en effet, était une personnalité forte, qui allait jusqu'au bout de ses actions et qui était exigeante, mais qui obtenait souvent gain de cause. Je suis allée avec elle, en effet, au Parlement européen, emmener ses élèves découvrir un autre monde. Et puis, j'ai participé, j'ai vu évidemment les belles actions qu'elle faisait, les liens avec moi, elle allait chercher les employeurs pour ces jeunes, notamment auprès du groupe Auchan, par exemple. Et c'était une personne vraiment intéressante et je suis très triste et j'associe mes condoléances auprès de sa famille de savoir qu'elle est déjà partie. Voilà. Merci. D'autres prises de parole? Non. Alors, je vais mettre ce rapport au vote. Qui est contre? Je vois pas de main. Donc, qui s'abstient? J'ai du mal à discerner les mains parce que j'ai pas la mosaïque. Mais bon, j'en vois pas. Et donc, rapport adopté à l'unanimité. Je passe la parole maintenant à M. Samuel Mecklenburg. Bonsoir à toutes et à tous. Donc il s'agit de la délibération numéro 40 qui fait référence à la délibération numéro 1199. Donc, mesdames et messieurs, cette convention a pour objet la participation à l'appel à projet Cultoire les murs de la métropole de Lyon avec une attribution de subventions et l'approbation d'une convention financière avec la métropole de Lyon. Ce dispositif, il a été très complexe à mettre en œuvre dans des conditions de prise de fonction des élus retardées, d'une saturation des services de la ville et de cette crise sanitaire. Alors même que les élus de la ville de Lyon ne s'étaient pas saisis de ce dispositif avant notre élection, ces difficultés ont pourtant été surmontées et je ne suis pas peu fier de constater que pas moins de la moitié des projets que la ville a organisés dans ce cadre ont eu lieu dans le 4e arrondissement. Et ceux-ci ne sont pas des moindres. Je salue une fois de plus la combativité exceptionnelle des services de notre mairie d'arrondissement et de la direction des événements de la ville de Lyon, mais aussi les artistes avec qui s'est opéré un travail d'équilibriste en un temps record pour un résultat superbe. Ces projets nous ont aussi permis de tisser de précieux liens avec les artistes locaux qui vont s'inscrire dans la durée et participer à la qualité des actions culturelles que nous mettrons en avant. Merci donc à Lucie Albon, à Matière à l'expérience, au Théâtre du Grabuge, au Théâtre du Bruit et à Tête en Terre. Par ailleurs, je souhaite engager une discussion avec la métropole pour enclencher à nouveau ce dispositif. En effet, pour un montant maximum de 256 000 € à affilier au projet sur l'ensemble de Lyon, nous n'avons consommé seulement 1/5 de ce qui était possible. Je rappelle que la métropole de Lyon finance 80% du coût des projets que nous avons sélectionnés. Vu la qualité des réalisations, du soutien apporté aux compagnies, je vous propose donc d'adopter cette délibération. Avant de passer au vote, M. Mecklenburg, je voudrais m'associer aussi à vous, pour vous féliciter pour ce gros travail qui a été fait, vous et les services. C'est vrai que peu d'arrondissements ont relevé le gant, je dirais, de cette opération. Et félicitations pour ce beau travail. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non? Alors je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. On passe maintenant au rapport 41, s'il vous plaît. Donc il s'agit du rapport qui fait référence à la délibération 1237, une délibération qui vise à l'attribution de 3 subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du soutien aux initiatives locales et du soutien à des associations de jeunesse pour un montant de 7 000 €. Dans le 4e arrondissement, il s'agit de se porter en soutien au Festival Gicourt, une initiative émanant du Conseil de quartier Ouest et Est, produit par des jeunes de 14 à 19 ans chaque année depuis 2015, en partenariat avec le cinéma Saint-Denis. Nous souhaitons continuer à contribuer à son bon fonctionnement en portant la subvention de 1 200 € votée en 2019 à 1 700 € pour l'année 2020. Et on peut partir sur le vote.
Alors, oui, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Passe au 42, s'il vous plaît. Donc, un rapport qui fait référence à une délibération numéro 1253, qui est une délibération extrêmement précise et détaillée. Je ne sais pas si certains ont eu le temps de la lire. Bon, déjà, je me réjouis en fait qu'elle entre à ce point dans les détails. Bon, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir combien la crise sanitaire née de la pandémie Covid-19 a frappé le secteur culturel aussi lourdement que durablement. Moi-même, je conserve un souvenir assez assourdissant du profond désarroi de la petite centaine de structures que j'ai interrogées, parmi celles qu'a pu sonder notre groupe culture écologiste pendant le premier confinement. Aujourd'hui, conformément aux engagements pris lors de la campagne électorale, le nouvel exécutif a mis en œuvre, parmi les premières mesures de son mandat, la création d'un fonds de soutien de 4 millions d'euros au secteur culturel, une création qui a été votée dans le conseil municipal du 30 juillet dernier. Donc, parce que pour comprendre, il faut que je revienne un petit peu sur les conditions de ce fonds d'urgence. Donc, ce fonds était ouvert aux personnes morales et aux personnes physiques, aux personnes publiques et aux personnes privées. Il est destiné à assurer la poursuite d'activités, à maintenir l'emploi artistique et culturel, voire la pérennité des structures. Ces conditions d'attribution ont été volontairement souples afin d'en permettre l'accès au plus grand nombre. Était éligible tout acteur de la culture, patrimoine inclus, fragilisé par la crise sanitaire, et ce, quel que soit son statut. Au 10 septembre, date limite du rendu, la ville de Lyon a reçu 359 dossiers régulièrement déposés pour un montant total demandé de 672 413 euros. Il s'agissait de 225 demandes portées par une structure et 134 portées par des personnes individuelles relevant d'une profession artistique. Donc, ça, c'est un équivalent de demande qui correspond à peu près à ce que reçoit la date en un an. Donc, on peut quand même souligner le travail acharné qui leur a été demandé, qu'ils ont réalisé en un temps record. Donc, en ce qui concerne les personnes morales, je vais revenir un petit peu sur les critères, parce que c'est un sujet assez sensible. Les critères qui ont été pris en compte pour apprécier la situation sont des critères qui sont non cumulatifs. Le premier, une priorité donnée à la question économique afin d'aider une structure en danger économique du fait de la crise de Covid. Le projet artistique n'est pas le critère d'analyse. Cependant, la structure doit bien sûr montrer que le fonds aide une activité artistique et un peu culturelle. Ce fonds, il n'a pas vocation à soutenir les structures en situation de déficit structurel antérieur à la crise du Covid-19. Il vient en soutien exclusif à les difficultés liées à l'impact de la crise sanitaire sur leur économie. Le cas échéant, seule la part de déficit strictement liée à la période Covid a été prise en compte. Au vu du nombre de dossiers reçus et du montant total disponible, au vu des montants d'aide demandés et de la nécessité d'équilibrer les attributions, il a été également pris en compte la capacité des structures de disposer de fonds propres importants, de perspectives de reprise fortes et d'autres aides publiques et privées. Dans une logique de solidarité pour le secteur culturel, la ville de Lyon n'a pas exclu du dispositif ce type de structures qui sont exemplaires dans leur bonne gestion, mais à modérer l'aide attribuée afin que celle-ci soit prioritairement attribuée aux structures en grande difficulté. J'en viens ensuite aux critères, aux éléments éliminatifs, aussi non cumulatifs. Donc, pas de montant demandé dans le dossier d'aide ni au 10 septembre ni au cours des relances effectuées par courrier électronique pendant les 15 jours. Pour les structures qui n'ont pas d'activité culturelle et artistique. Pour des structures dont le dossier est trop incomplet sur des pièces majeures qui permettent l'instruction administrative et financière, ni au 10 septembre, ni au cours des relances effectuées par courrier électronique pendant les 15 jours. Celles dont le siège social n'est pas situé à Lyon même, et celles dont qui n'ont pas d'impact dont le Covid n'a pas eu d'impact sur l'activité ni sur les budgets. Il s'agit des structures dont le déficit structurel est présent depuis plusieurs années sans lien direct avec la pandémie de 2020. En conclusion, il faut ajouter que de manière générale, l'attribution de ces aides d'urgence à des structures doit permettre un effet domino ou un effet levier positif très recherché.
En effet, attribuer une aide financière à une structure culturelle permet qu'elle puisse honorer ses contrats artistiques et rétribuer directement l'emploi artistique et culturel, mais elle est très importante à un deuxième niveau parce qu'elle permet, par effet domino, de recevoir d'aide d'autres partenaires publics et de se mobiliser sur 2020 et 2021. Donc pour les propositions d'attribution, on a 180 personnes morales sur 225 qui ont été retenues comme éligibles, et sur ces 180 personnes morales, 21 ont leur siège social sur le 4e arrondissement. Donc il s'agit, en ce qui nous concerne, de verser un montant total de 265 000 euros à l'École lyonnaise des cuivres pour 4 000 euros, Pandora Octocom pour 5 000 euros, à l'Aquarium Ciné-Café pour un montant de 30 000 euros, à l'Archipel Médiateur pour un montant de 5 000 euros, à Des Boîtes Production pour un montant de 3 000 euros, à Plus de Prod du Film pour 10 000 euros, à la Compagnie Stylistique pour 6 000 euros, à AFX Production pour 100 000 euros, à Agenda Art pour 10 000 euros, à Baba Salam pour 10 000 euros, à Gone Prod pour 10 000 euros, au Cœur d'Otario de Lyon pour 1 000 euros, à Les Nouveaux Caractères pour 4 000 euros, Patrouilleur de Bussy pour 7 000 euros, à la Compagnie du Chien Jaune pour 12 000 euros, à la Maison des Canuts pour 25 000 euros, à la Soirée Vivante pour 5 000 euros, à la Compagnie Bakakai pour 2 000 euros, à Le Briboui pour 2 000 euros, à Le Voyageur debout pour 4 000 euros, et enfin au Théâtre de la Croix-Rousse pour 40 000 euros. En ce qui concerne les personnes physiques, 97 sur 135 ont été retenues comme éligibles sur l'entièreté de la ville de Lyon. Sur ces 134 personnes morales, 17 ont leur siège social sur le 4e arrondissement. Et donc, c'est un montant de 50 500 euros d'aide directe qui serait versé à Caroline Bonardi pour un montant de 5 000 euros, Ariel Boson pour un montant de 4 000 euros, Briac Durand pour un montant de 2 000 euros, Joris Couronné pour un montant de 4 500 euros, Vladimir Rodriguez pour 2 000 euros, Géraldine Koziak pour 5 000 euros, Matvei Naitich pour 1 000 euros, Fleur Morfin pour 3 000 euros, Olivier Longre pour 3 000 euros, Chem Amourouche pour 3 000 euros, Bénédicte Bonnet pour 3 000 euros, Dominique Péter pour 2 000 euros, Philippe Badet pour 3 000 euros, Frédéric Deschaudes pour 1 000 euros, Frédéric Pellerin pour 3 000 euros, Joël Toussaint pour 3 000 euros, et enfin Camille Chasselot pour 3 000 euros. Donc, à Lyon, 2 737 647 euros sont alloués à 267 structures et personnes physiques. Pour information, le 4e arrondissement donc, touche sur son territoire une enveloppe qui correspond à 7,66% du montant total du fonds d'urgence attribué. Donc une part qui correspond à la proportion d'habitants du 4e rapportée à l'ensemble des levées, ce qui est assez équilibré. En complément à ces attributions, et compte tenu de la difficulté pour certains secteurs à candidater à ce fonds, il est proposé de bloquer 500 000 euros fléchés sur l'exercice 2021 de la manière suivante. 50 000 euros serviront à ce que la ville adhère au dispositif GIP Café-Culture à partir du 1er janvier 2021, qui contribue à soutenir l'emploi dans le secteur des musiques actuelles. 300 000 euros seront réservés uniquement pour les auteurs, autrices, éditeurs, éditrices, dessinateurs, dessinatrices, tandis que 150 000 euros uniquement pour les plasticiens. Et des délibérations spécifiques sont en cours d'instruction à cet effet. Enfin, pour l'année 2021 qui s'annonce plutôt cataclysmique pour le secteur culturel compte tenu des contraintes fortes qui continuent de peser sur la saison 2020-2022 avec notamment des restrictions prolongées de jauge et de confinement instituées au 17 octobre dernier, il est proposé de conserver le solde de 500 062 353 euros du fonds d'urgence voté le 30 juillet dernier pour soutenir dans le premier semestre 2021 les structures dont la santé financière serait encore durement éprouvée, celles qui n'auraient pas osé candidater et celles qui en auraient un besoin plus tardif. Voilà, si ces dispositions recueillent sous votre agrément, je vous propose d'adopter cette très longue délibération. Il ne peut pas y avoir de questions dans cet exposé. Si, quand même. Voilà. Alors, allez, Madame Palomino. Et après, j'ai vu Madame Vidal, si j'ai bien noté. Je voudrais pas devancer Madame Vidal qui a levé la main. Vous voulez? Voilà. Merci à vous. Voilà. Comme je l'ai dit en commission culture, je voulais vraiment féliciter
l'adjointe, voilà, Nathalie Perrin-Gilbert. Bien sûr, les adjoints d'arrondissement, je sais le travail que cela demande pour être au plus près des réalités et des problématiques de chacun, et les services, parce que ça a été un travail faramineux, dans un délai très très court. Donc vraiment, félicitations. Simplement rappeler, mais je l'avais dit aussi en commission, que Loïc Rabert avait anticipé en mai-juin, en laissant une enveloppe, sachant bien qu'il fallait, voilà, qu'il allait y avoir des grosses difficultés dans le secteur culturel. Et vraiment, l'utilisation qui en a été faite est exemplaire. Donc voilà, je tenais à le dire. Et le fait qu'il y ait en plus info sur les conséquences à venir, puisque nous ne maîtrisons effectivement pas tout pour la suite, est une très bonne chose. Voilà, donc félicitations. Merci. Madame Vidal. Oui, en effet, je pense que je vais redoubler le message de Madame Palomino en disant qu'en qualité de vice-présidente de la commission culture, je suis très heureuse en fait de cette présentation d'un dispositif qui est vraiment essentiel, et de cette explicitation aussi des modalités de sa mise en œuvre. Je pense que ça permet de prendre la mesure de la complexité de ce dispositif qui a été réalisé en un temps record, effectivement, par les services de la ville, dont il faut vraiment saluer l'effort. Donc je redouble aussi mes félicitations, et j'aimerais simplement terminer en formulant le vœu que ce dispositif permette vraiment un soutien à la fois des personnes et des structures qui en sont bénéficiaires, et que effectivement ce fonds de réserve qui reste puisse encore parvenir à ceux qui en auront besoin, et que nous parviendrons à sortir de cette situation de crise sanitaire par le haut, pour que toutes les activités culturelles puissent se refleurir comme auparavant. Voilà. Et plus encore. Je vous remercie. Merci madame. D'autres prises de parole? Non. Alors je vais le mettre au vote. Donc je rappelle, c'est la délibération 42. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. On passe à la délibération 43, s'il vous plaît. Voilà, c'est la délibération 43 qui fait référence à la délibération 1306, donc qui porte cette fois sur l'approbation d'un avenant de prolongation relatif à la convention cadre entre la ville de Lyon et l'association Soirée Vivante. Donc il s'agit d'une association Croix-Roussillon qui protège et fait la promotion depuis 1993 de 2 ateliers de façonnerie de tissage, au titre d'une convention cadre pluriannuelle d'objectifs et de moyens qui a été signée le 14 janvier 2015, et l'association bénéficie d'une mise à disposition gratuite de ses locaux et d'une partie de la collection en vue de présenter l'activité de tissage et les conditions de vie et d'habitat des Canuts. La ville soutient également l'association au travers d'une subvention de fonctionnement de 30 000 € en 2020 et lui a permis de bénéficier cet été d'une mesure d'urgence au travers d'une subvention de fonctionnement de 6 000 € attribuée au titre du Fonds d'intervention patrimoine 2020. Donc, cette convention précitée, signée le 14 janvier 2015 entre la ville de Lyon et l'association Soirée Vivante, arrive à échéance en janvier 2021, et nous vous proposons de prolonger d'1 an la convention cadre en cours afin de permettre à la ville de Lyon d'engager sur l'année 2021 une réflexion en concertation naturellement avec l'association de Soirée Vivante en vue de l'établissement d'une nouvelle convention cadre pluriannuelle. J'ai terminé, merci. Alors, pour la 43, est-ce qu'il y a des prises de parole? Non. Alors, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Rapport 44. Il s'agit donc d'une délibération qui fait référence à la délibération 1326, et qui porte sur l'attribution d'une subvention de 2 000 € à l'association La Compagnie du Chien Jaune pour l'organisation du festival Novembre des Canuts du 17 au 29 novembre 2020. Bon, on ne présente plus cette compagnie, fondée en 1995, qui a pris pour habitude de créer des spectacles qui revisitent l'histoire de la soirée et de nos très chers Canuts. Depuis 2008, se tient le festival Novembre des Canuts, et qui, pour la 13e édition, investit notre mémoire collective pour donner à réfléchir notre patrimoine immatériel. Cette année, du 17 au 29 novembre, l'édition confinée, intitulée du choléra au corona, la santé, une histoire sociale, se tiendra en ligne. Cette édition proposera d'aborder l'histoire sociale de la santé depuis 1832 jusqu'en 2020, avec les effets et conséquences d'une épidémie sur la population, mais également les changements qu'elle provoque au sein de la société.
avec les améliorations de l'hygiène, des logements, les améliorations sociales qui en découlent et les évolutions scientifiques. Aussi, compte tenu du grand intérêt que présente cet événement et de l'effort ayant permis de le maintenir malgré ces mesures de confinement, je vous propose de le soutenir pour une subvention de 2 000 euros. Alors, pas de prise de parole. Donc, Madame Palomino, allez-y, je vous en prie. Allez-y. Merci. Oui, donc je vous laisse tout simplement féliciter la compagnie du chien jaune qui a su adapter en distanciel pour continuer à faire vivre ce festival en cette période complexe, hein, comme on vient de le voir pour l'ensemble des acteurs culturels. Et puis je voulais juste dire un petit mot sur parce que David Kimmelfeld voulait le faire, mais comme il n'a pas pu nous rejoindre, sur la disparition de Jean-Marc Avocat, on l'a pas évoqué, mais qui était un Croix-Roussien, voilà, donc qui tenait effectivement plus connu au-delà de Lyon, bien sûr, mais voilà, qui était très attaché à la Croix-Rousse. Donc, bien sûr, dans des temps plus sereins, peut-être que nous serons amenés à réfléchir comment garder sa mémoire sur l'arrondissement. Voilà, Je vous remercie. Alors, on met le rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Nous allons passer la parole maintenant à Monsieur Mathieu Arondeau. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous mes chers collègues. Avant de présenter ces délibérations qui concernent le développement économique du territoire, je souhaite adresser à tous les acteurs économiques, le monde commerçant et artisan de la Croix-Rousse, tout notre soutien dans cette période extrêmement difficile. En tant qu'ancien commerçant du quartier, je mesure l'incertitude que cette situation implique, notamment dans cette période de fin d'année où les fêtes de Noël et de Nouvel An arrivent et qui correspondent à une bonne partie de l'activité pour un certain nombre de nos commerçants, notamment non alimentaires. Si vous voulez bien, je vais commencer sur le rapport 45, l'approbation des droits de place des marchés. Les marchés forains, c'est un élément majeur du tissu commercial lyonnais. C'est 77 marchés sur l'ensemble de la ville. C'est 130 marchés tenus toutes les semaines. Et c'est en moyenne 10% des dépenses alimentaires des ménages lyonnais. Et selon l'étude consommateur de la CCI de Lyon Métropole, c'est 24% du chiffre d'affaires global en alimentaire sur le quartier. Et c'est 12% des dépenses des ménages, ce qui relève quand même l'importance que l'on accorde au marché alimentaire sur le quartier et l'importance de cette activité sur la Croix-Rousse. Les tarifs des droits de place et des droits annexes acquittés par les commerçants sont fixés en conseil municipal. En délibération du 16 mars 2015, le conseil municipal avait fixé le principe d'une hausse annuelle de 2% du montant des abonnements sur les marchés jusqu'au 1er janvier 2020 inclus, ainsi que du montant des tickets journaliers, c'est-à-dire les rappels. Pour l'année 2021, il est proposé de reconduire la tarification de 2020 et de ne pas appliquer de hausse, dans un souci de soutien à la profession des marchés forains. Je vous rappelle que seul l'alimentaire peut rester encore dans les marchés à plein vent sur l'ensemble du territoire national. Et donc voilà, il s'agit ici de maintenir la redevance à son niveau antérieur. Et je voulais aussi vous dire que les marchés de la Croix-Rousse se tiennent encore. J'ai pu constater que nos marchés sur 4e, à Flammarion, petite place de la Croix-Rousse, se sont adaptés et je n'ai pas relevé pour l'instant de problème particulier par rapport à la gestion de la crise sanitaire. Sur le boulevard, néanmoins, on envisage, nous, de retravailler sur un étalement, un redéploiement sur les espaces publics à proximité et ce fera l'objet de réunions particulières avec la mairie centrale et l'ADECA dans les prochains jours. Des médiateurs du PIM sont passés aussi pour justement être médiateurs sur ce sujet-là auprès des forains et auprès des clients. Je propose donc de valider cette décision ici. Alors, pour le rapport 45, qui est, je pense pas qu'il y ait prise de parole, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Rapport 46, monsieur Arnaud.
Le rapport 46, il s'agit de l'attribution d'une subvention pour le soutien à des associations professionnelles qui participent à la vitalité et le dynamisme économique du quartier. Tout d'abord pour l'association Arpente, que vous connaissez certainement, qui met en valeur les artistes, les créateurs et les artisans d'art du 1er et du 4e arrondissement de Lyon, qui a pour objectif de constituer une vitrine des savoir-faire lyonnais et qui porte des projets d'envergure, notamment le marché des créateurs qui s'appelle l'Estive, qui se tient en juin mais qui a été annulé cette année, et le marché de Noël 360 degrés sur l'art qui se tient place Satonnet dans le 1er arrondissement. Pas mal d'artistes et d'artisans d'art du 4e arrondissement font partie de cette association. Et l'association édite aussi un plan des artistes qui identifie les nombreuses boutiques et lieux de vente des adhérents de l'association, donc qui peut être utile à la fois pour les Lyonnais et pour les touristes qui viennent sur le quartier. Donc il est proposé d'allouer à l'association une subvention de 3 000 € pour son programme d'action, de communication, de dynamisation et d'organisation de manifestations ou de métiers d'art et d'artisanat réalisé en 2020. Et il s'agit aussi de soutenir l'association Intermarché, dont la ville de Lyon est membre depuis plusieurs années. Cette association mène des projets d'animation sur les marchés, et là il s'agirait de soutenir cette association pour la mise en place d'une action sur le thème du déchet. L'opération, donc, c'est les marchés s'attaquent aux déchets, et donc d'aller sensibiliser les forains et les clients sur la thématique du déchet, sur les commerces, sur les marchés forains. Voilà. Donc, bien sûr, on soutient totalement cette opération pour réduire l'impact environnemental des marchés et responsabiliser les forains, notamment les primeurs et les consommateurs. Cette opération devrait avoir lieu le 17 novembre, entre le 17 novembre et le 22 dans tous les arrondissements de la ville. Néanmoins, vu les conditions sanitaires, il est très fort probable que ce soit reporté, mais ça ne doit pas empêcher un vote favorable sur ce dossier et cette subvention pour une animation qui pourrait avoir lieu en 2021. Merci pour cette délibération. Des prises de parole? Non. Donc je mets le rapport au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je finis sur le rapport 47 sur les fêtes de fin d'année, les illuminations et les animations de fêtes de Noël, avec des attributions de subventions. Comme tous les ans, la ville de Lyon apporte son concours financier aux initiatives et aux projets d'illumination et d'animation portés par les associations ou collectifs de commerçants sédentaires et non sédentaires. C'est un soutien important pour soutenir les dynamiques commerciales de proximité et valoriser les différents quartiers commerçants de la ville. Sur les illuminations, chaque année, donc, la ville de Lyon cofinance des projets d'illumination portés par les associations de commerçants sur tous les arrondissements de la ville, à hauteur de 50% des factures acquittées sur l'année, à la limite de 20 000 €. Pour la Croix-Rousse, on avait traditionnellement deux associations qui déposaient un dossier, de Tourisme Croix-Rousse, qui porte le nom commercial Croix-Rousse le Village, que vous connaissez peut-être aussi, qui a fait une demande de financement pour un montant de 5 626 €. Et Lyon Côté Croix-Rousse, cette année, pour des raisons financières, du fait que la braderie n'a pas eu lieu, qui est générateur de recettes importantes, n'a pas pu faire cette demande. Néanmoins, il y a une demande qui a été faite à la DECA et à Camille Auger, donc à l'adjointe au maire pour le commerce. Et il se pourrait que cette demande soit instruite sur décembre pour une prise en compte sur l'exercice 2021. Tout ça reste à confirmer, mais du coup, on pourrait avoir aussi des illuminations sur la grande place et la petite place de la Croix-Rousse, portée par Lyon Côté Croix-Rousse. Pour ce qui est des animations, Lyon Côté Croix-Rousse a fait une demande de financement de 30% pour un marché de Noël sur la grande place. Il est fort probable que ce n'ait pas lieu. C'est des animations avec des animations foraines, un petit labyrinthe, des jeux de loterie, des chalets commerçants et une distribution solidaire de cadeaux.
Vu la situation, pareil, hein, il y a vraiment des doutes sur sa mise en œuvre. Néanmoins, on réfléchit avec l'Union Côté Croix-Rousse à la mise en place d'une action solidaire au niveau de l'arrondissement. Donc voilà, tout ça reste encore à travailler, mais on s'y est mis déjà avec l'Union Côté Croix-Rousse pour proposer quelque chose dès la fin décembre, voilà, dans l'optique de créer au moins une opération solidaire pendant les fêtes de Noël. Je vous remercie. Donc je vais mettre ce rapport pour voix, sauf s'il y a des prises de parole que je ne vois pas là pour l'instant. Ah voilà, c'est ici. Alors, Monsieur Mecklenburg. Oui, j'ajoute simplement que nous sommes en train de travailler sur un dispositif de décoration participative à destination des habitants, sur les fenêtres des habitants. Un projet qui est en cours, dont je ne peux pas vous avancer pas mal de choses dessus, mais qui viendra compléter les décorations qui sont portées par les commerçants. Merci. Donc je vais mettre ce rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je passe la parole maintenant à Monsieur Loïc Rigaud. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers d'arrondissement, je prends la parole pour vous présenter la délibération 48 relative aux conseils de quartier et plus particulièrement leur périmètre. 4 conseils de quartier existent sur le territoire actuellement et leur périmètre correspond au bassin de vie des Croix-Roussiens et à la vie de quartier. C'est pourquoi nous avons fait le choix de les maintenir en lien avec les conseils de quartier, bien entendu. Les conseils de quartier existants sont le conseil de quartier Croix-Rousse-Saône, Croix-Rousse-Ouest, Croix-Rousse-Centre et Croix-Rousse-Est et Rhône. À travers les conseils de quartier, c'est la question plus globale de la démocratie locale qui se pose. Nous avons l'ambition de mettre en place une démocratie continue avec les habitants du 4e arrondissement qui dépasse le temps électoral. Le mandat que nous ont donné les Croix-Roussiens en juin dernier n'est pas un chèque en blanc pour les 6 prochaines années. La démocratie représentative ne veut pas dire que nous avons plein pouvoir le temps de notre mandat. Les électeurs ont voté une orientation politique, celle de l'écologie populaire, et nous avons un mandat clair pour décliner cette politique sur le territoire. Pour autant, c'est avec les Croix-Roussiennes et les Croix-Roussiens que nous appliquerons cette politique en les consultant et en co-construisant les politiques publiques. Les conseils de quartier auront à ce titre un rôle central dans cette démocratie continue que nous comptons mettre en place. Et c'est pourquoi nous y travaillerons ensemble très prochainement. D'abord, par le lancement d'un nouvel projet APIC pour financer des projets portés par les conseils de quartier. Le prochain sera ouvert suite au conseil municipal du 19 novembre prochain. Les conseils du quartier du territoire auront jusqu'au 18 décembre pour y répondre. Il concernera les projets de territoire pour l'année 2021. Ensuite, au mois de janvier prochain, nous organiserons une campagne de communication pour renouveler les conseils de quartier du territoire. Les mandats des référents actuels arriveront à terme et nous organiserons donc le renouvellement des instances. Un moment important puisqu'il s'agira de renouveler des équipes qui devront être à même de répondre aux sollicitations régulières de la mairie d'arrondissement et de porter des projets avec les habitants du territoire. Comme vous le savez, notre majorité s'est engagée à mettre en place un budget participatif à hauteur de 5% du budget d'investissement, soit un peu plus de 50 millions d'euros pour la durée du mandat, soit en moyenne 1 million d'euros par arrondissement chaque année. Les citoyens, les groupes d'habitants ou des associations pourront proposer des projets d'investissement sur leur quartier qui seront, après évaluation, soumis au vote des Lyonnaises et des Lyonnais. Nous avons l'intention de donner une place centrale au conseil de quartier dans ce dispositif, qui sera un des grands projets du mandat, pour qu'il puisse apporter une expertise d'usage tout aussi importante que l'expertise technique ou politique pour la mise en place des projets. Je conclurai mon intervention en remerciant les membres actuels des conseils de quartier qui font en sorte de continuer leur action malgré la crise sanitaire et le nouveau confinement que nous vivons. Une action essentielle dans cette période où la proximité et le lien social sont primordiales pour permettre à tout le monde de mieux vivre au quotidien et aux personnes isolées, précaires, d'être soutenues dans leurs difficultés. Toute l'équipe d'arrondissement, mais aussi l'exécutif municipal en premier lieu, Chloé Vidal, qui est présente ce soir en tant qu'adjointe à la démocratie locale et élue d'arrondissement ce soir, se mobiliseront pour permettre de continuer de poursuivre leur mission, la mission des conseils de quartier. Nous leur proposerons sous peu des outils techniques et un soutien humain pour leur permettre de mener à bien cette action malgré la distanciation physique. C'est pourquoi je vous propose donc de voter la délibération 48. Merci, Monsieur Régous. La délibération 48, est-ce qu'il y a des prises de parole? Non. Ah, Madame Vidal, je vous en prie. Oui, je remercie Loïc Rigaud pour cette présentation et effectivement pour le rappel du rôle que nous espérons que les conseils de quartier trouveront à jouer, notamment dans la facilitation de la mise en œuvre du budget participatif.
Je voulais simplement dire que les conseils de quartier du 4e arrondissement, à l'instar des conseils, de l'ensemble des conseils de quartier de la ville, pourront aussi bénéficier de notre soutien pendant cette période compliquée due au contexte sanitaire. En fait, nous sommes en train de travailler au niveau de la mairie centrale à des moyens, des méthodologies qui permettront d'assurer une continuité de leur activité. Voilà, simplement pour cette information. Merci beaucoup. Merci. Alors, plus de prise de parole, je vais mettre le rapport au vote. Qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté à l'unanimité. Alors, maintenant, c'est Madame Cabot, ça va être difficile d'être à distance. Alors, est-ce qu'elle nous entend bien? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc, c'est le rapport 49, s'il vous plaît, allez-y. Oui, donc, Monsieur le maire, mes chers collègues, je vais donc vous rapporter le rapport 49 qui se rapporte à la projet de délibération 1186 concernant la subvention aux associations auprès des personnes âgées. Nous ne vous donc rien, la période est difficile et pour nos aînés également. On a vraiment besoin actuellement d'actions sociales pour la prise en charge des plus vulnérables. Cette délibération va permettre à la ville de Lyon, par une enveloppe complémentaire, de soutenir des associations ayant des projets qui favorisent les rencontres entre nos aînés et des jeunes par des actions intergénérationnelles, pour permettre également de briser les solitudes des personnes âgées les plus isolées. La ville de Lyon va allouer une somme globale de 27 680 €. Notre quartier va bénéficier quant à lui d'une part importante de cette somme, soit 10 680 €, donnée à l'association Entourage Solidaire pour lutter contre l'isolement des personnes âgées par des activités adaptées à toutes les générations. Cette somme se partagera en 6 000 € alloués à un projet intergénérationnel de résidence autonome, le projet RIN, qui lui se situera dans le quartier Perrache, permettant à des personnes âgées et des étudiants de vivre ensemble, de socialiser et de s'entraider. 4 680 € seront donc affectés au café intergénérationnel qui a vu le jour cet automne, non sans difficulté au confinement. Le café d'Adi se situe au 28 rue de Cuire. Cette subvention permettra de payer des adhésions au public également. Actuellement, le café a repris les livraisons à domicile, en binôme, pour garder le lien. Des appels de convivialité. Et pour la petite histoire, étant adhérente en tant que j'ai droit à un appel cet après-midi. J'ai trouvé ça très bien. Et en plus, nous proposons vraiment un accompagnement informatique à domicile pour pouvoir permettre des activités animées en Zoom plus tard. Juste un conseil, hâtez-vous d'y aller, plutôt le confinement terminé dans ce café, car je n'ai pas pu m'en empêcher. Le café d'Adi, c'est cool. Désolée. C'est bon, est-ce que vous avez fini? C'est bon, j'ai fini pour cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Rigaud. Des interventions. Oui, une intervention plutôt. C'était pour insister dans le cadre du contexte actuel de confinement et pour féliciter l'action de l'association Entourage Solidaire qui, pendant le premier confinement, a mené une action sur le territoire sans s'arrêter en maintenant un lien avec les personnes âgées à distance, au niveau téléphonique, mais aussi en faisant un appel au bénévolat sur le territoire pour pour soutenir les personnes âgées qui ne pouvaient plus se déplacer et leur livrer des courses à domicile. Un soutien qui a été indispensable. Une mission a été mise en place au niveau national, pilotée par Jérôme Gage, sur la question de l'isolement des personnes âgées pendant la période du Covid, et qui a montré la nécessité de maintenir ces liens à distance, mais bien sûr, mais aussi en physique. Et c'est pourquoi le président de la République, sur la base de ce rapport, lors de son annonce sur le confinement la semaine dernière, annoncé l'importance de maintenir les liens dans les EHPAD, mais aussi à domicile pour les personnes âgées isolées. Quelque chose qui est mon sens important et que l'association Entourage Solidaire, du coup, a en conséquence remis en place pour ce confinement-là, afin que les personnes âgées isolées du 4e arrondissement gardent un lien au quotidien, même téléphonique, pour ne pas sombrer dans l'isolement, et peut-être aussi mourir de cet isolement, parce qu'on peut mourir du Covid, mais on peut aussi mourir de l'isolement. Voilà, je vous remercie.
Merci. D'autres prises de parole? Monsieur Chevalier. Alors, en ma qualité d'adjoint aux aînés, effectivement, je voulais déjà remercier Marie-Agnès pour sa présentation. Juste peut-être en complément, dire qu'effectivement, sur les deux subventions qui sont attribuées à Entourage Solidaire, donc l'une va effectivement servir à payer des abonnements pour participer aux animations et être sur le lieu chez Dadi. Donc, c'est des abonnements qui iront aux plus précaires, hein, donc ça c'est important de le souligner. Je suis très content qu'on puisse effectivement financer ces abonnements pour nos amis du quartier. Et la deuxième, donc effectivement ça sera sur la résidence Rinck. Donc l'idée c'est de faire un Dadi 2. Alors là, on l'appellera peut-être pas Dadi 2 parce que ce serait on va peut-être lui trouver un autre nom, mais l'idée c'est de construire un nouveau bar intergénérationnel sur cette résidence Rinck, qui est une nouvelle résidence intergénérationnelle qui va mixer à la fois des publics d'aînés, mais des publics et aussi des publics étudiants. Et on a demandé effectivement le soutien et l'aide d'Entourage Solidaire pour piloter un peu ce projet, parce qu'ils ont aujourd'hui développé ce savoir-faire, ils ont des compétences pour le faire. Donc on aura normalement un Dadi 2 sur le quartier Perrache d'ici quelques mois. Donc là aussi, on est très content de pouvoir l'annoncer, sachant que on aimerait avoir plusieurs Dadi dans plusieurs arrondissements. Et je pense que ça va être un peu notre mission sur les 6 ans à venir. En tout cas, on espère pouvoir y parvenir. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Merci. D'autres prises de parole? Non. Ah, Madame Palomino, oui, allez-y, je vous en prie. Oui, savoir simplement, je vous remercie, messieurs les adjoints, pour les éléments que vous avez apportés, hein, et je voulais savoir si on avait quelques éléments sur les établissements de notre arrondissement, qui vivent cette crise. Alors, oui, j'ai des éléments qui datent d'aujourd'hui. Alors, des éléments pas très heureux, notamment sur l'EHPAD Marius Bertrand. Aujourd'hui, on a sur l'EHPAD Marius Bertrand donc 23 résidents positifs, dont la moitié sont asymptomatiques. Il y a effectivement une flambée là toute récente, comme on a connu sur l'EHPAD Étoile du Jour, hein, il y a quelques semaines. Cette flambée est notamment centrée sur le service en fait des personnes protégées, donc des personnes qui souffrent de maladies d'Alzheimer ou autres pathologies, personnes auprès desquelles il est assez difficile effectivement de leur faire tenir les gestes barrières, etc., leur faire porter le masque. Donc c'est vrai qu'on est assez inquiet sur cette résidence. La résidence va être fermée là aujourd'hui aux visites. Elle va l'être pendant les 15 jours qui viennent, parce qu'on est dans un confinement par étage pour les résidents. On va essayer en tout cas de mettre tous les moyens, mais comme ça a déjà été le cas depuis le début de la crise, et là je tiens vraiment à féliciter les agents de la vie qui font un travail remarquable là-dessus. On va essayer effectivement d'éteindre au plus vite ce foyer épidémique, mais on n'est pas à l'abri malheureusement, et même si toutes les mesures sont mises en place, on voit bien que c'est très compliqué aujourd'hui de contenir le virus en dehors des résidences et des EHPAD. On a aussi des rapports de Corian, par exemple, l'EHPAD privé sur la Croix-Rouge, qui ont eu aussi beaucoup de cas positifs ces dernières semaines. Et c'est vrai qu'on essaie toujours de maintenir un peu ce juste équilibre entre des règles de sécurité très strictes et aussi un assouplissement pour les visites, parce que comme l'a rappelé mon collègue Loïc Rigaud, oui, on peut mourir du Covid, mais aussi on peut mourir d'isolement. Donc c'est important quand même de maintenir ce lien social et ce lien aux familles qui est primordial quand même pour nos résidents. Voilà ce que je peux en dire aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur Chevalier. Donc, je vais mettre ce rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité.
Madame Cabot, on passe au rapport 50, s'il vous plaît. Grand moment de silence, je ne vous propose pas de chanter. Il fait déjà pas très beau dehors, c'est pas la peine d'insister. Bonjour, vous n'arrivez pas à ouvrir mon micro, merci. Mes chers collègues, monsieur le maire, après le rapport 49, nous passons aux enfants pour ce rapport 50 qui correspond à la délibération 1217. Alors cette délibération, vous n'êtes pas sans le savoir, concernant les enfants, nous avons toujours parlé tout le long de la campagne de faire une ville à hauteur d'enfants. Et nous avons pris cette phrase au sérieux. Cette deuxième tranche de subvention de fonctionnement a tenu compte également de l'impact de la crise sanitaire sur le financement des associations. Actuellement, l'équilibre financier est maintenu. Vous m'entendez bien? Oui, c'est haché, hein. Après un dialogue avec les partenaires, cette subvention va également permettre la mise en œuvre de projets déjà identifiés, tous de nature à contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité, en remettant la nature dans le quotidien des enfants, développant l'économie circulaire, en renforçant l'approvisionnement en bio local, et surtout, pouvoir amorcer l'utilisation des couches lavables. Dans l'arrondissement, l'association Crèche Saint-Bernard et Melba, les associations Poppy, Pirouette et le Jardin de la Colline, le Gone Trotteur, le Jardin des Gones, pour l'aide assistante maternelle, vont pouvoir bénéficier de cette subvention de fonctionnement. C'est compliqué de s'entendre, je suis désolée, j'espère que vous avez bien entendu. Je vous demande d'apporter un vote favorable à cette délibération. Alors, sur la délibération 50, est-ce qu'il y a des prises de parole? Madame Palomino, je vous en prie. Moi, j'avais juste une question. Je m'interrogeais sur le caractère temporaire de l'attribution de locaux accueillant l'association des assistantes maternelles et des parents de la Croix-Rousse. Voilà, je m'inquiétais. Est-ce que cela va mettre à défaut la poursuite de l'activité de cette association qui est très complémentaire dans le soutien des assistantes maternelles sur l'arrondissement? Et puis j'avais une deuxième question qui est en lien. Qu'en est-il de l'implantation, donc l'avancée des travaux de l'implantation du deuxième relais d'assistante maternelle qui est nécessaire donc sur la Croix-Rousse, particulièrement à l'est, initialement prévu avec l'agrandissement et la délocalisation de la Mège? Il me semble que ça fait partie de la prochaine délibération, mais si vous voulez, je vous réponds tout de suite ou on attend la suivante. Non, allez-y. Alors, concernant le relais d'assistante maternelle, pour l'instant, enfin, il n'y a pas de risque qu'il soit délogé, pour répondre à votre question. Et le relais d'assistante maternelle, le côté est, est en réflexion et on est toujours sur une recherche de local au vu du. Oh, excusez-moi, je suis un peu touchée encore. En vue du collège Morissette qui a été donc évacué et de l'implantation de la Mège, c'est en cours. Les réflexions sont toujours d'actualité, bien évidemment. On a vraiment besoin d'un deuxième relais d'assistante maternelle et on en a bien conscience sur le 4e arrondissement. C'est vraiment une des priorités de notre début de mandat. Pour l'association. Allez-y. Oui, je vous écoute, Madame Palomino. Première. Je vous entends pas là. Pour l'association des assistantes maternelles et des parents de la Croix-Rousse, ma première question, qu'en est-il de cette convention? Pour l'instant, la convention n'est pas mise à mal. Pour l'instant, on continue à travailler avec eux et l'occupation reste à lui. Je vous remercie. Merci. Alors, la délibération 50, je vais la mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On passe à la 51, s'il vous plaît.
Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, ça va, j'espère, à nouveau répondre à la question de madame Palomino. Il s'agit cette fois de permettre aux associations accueillant des enfants de continuer à occuper les locaux Ville de Lyon par l'approbation de cette convention cadre. Sur notre arrondissement, il s'agit donc de l'association Crèche Saint-Bernard, du Jardin de la Colline, de l'association assistante maternelle des parents de la Croix-Rousse et des Globetrotters. Voilà, c'est une délibération tout à fait classique de cette période. Je vous demanderai donc de bien vouloir approuver cette délibération. Alors, merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non. Alors, je la mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On arrive à la fin du conseil. Je n'ai pas eu de questions diverses déposées. Ceci dit, il y en a peut-être, et je les prends. Madame Pellet, je vous vois. Oui, votre image est fixe. Et puis si vous levez la main, ah, ça y est. Je crois pas Madame Pellet. Allez-y, Madame Pellet. Je n'ai pas une question, je voulais juste remercier surtout les services qui ont mis en place cette visio qui est fort utile aujourd'hui parce qu'on sent bien que la crise sanitaire est montée en puissance malheureusement et qu'il est vraiment très important qu'on puisse faire attention. Et donc, merci pour cette organisation qui était utile. Et au passage, dire qu'on vit des temps quand même très complexes. Donc, le travail à faire est difficile pour tout le monde. Et donc, saluer le travail des agents et des élus pour ces difficultés-là. Et relever quand même qu'on est dans une période difficile puisque cela, au problème économique, et j'ai été un peu surprise d'apprendre qu'il y avait des contrôles de vitrines ces derniers temps, de mesures de vitrine. Je pense que les commerçants n'ont pas besoin, enfin, n'apprécions pas forcément d'être contrôlés en ce moment parce que la difficulté est déjà là. Mais en revanche, pour la question de sécurité, vous m'aviez interpellé sur les caméras. Il me semble tellement évident aujourd'hui qu'avec les attentats que Lyon a particulièrement subis et qui ont été subis bien sûr partout en France, Nice, Conflans-Sainte-Honorine, bien les caméras entre autres étaient un outil pour détecter, repérer et arrêter les responsables, enfin présumés responsables. Et donc là-dessus, évidemment, j'encouragerais toujours la municipalité à aller plus loin. Et je pense que c'est un appel qu'elle a déjà entendu et qu'elle commence à regarder. Et puis terminer par le personnel et les enseignants qui aujourd'hui continuent évidemment de travailler, sont plus près des enfants et des jeunes et qui ont tout ce travail notamment sur la laïcité et la compréhension de notre époque et de notre vie à expliquer et donc leur dire tout notre soutien en tout cas et du mien en particulier. Voilà, merci beaucoup. Merci de votre intervention. Je crois que Madame Palomino aussi voulait intervenir. J'ai un écran blanc, donc... Merci. C'est l'essentiel, c'est bon. Merci à vous. Voilà, moi je voulais intervenir parce que j'ai été beaucoup interpellée par des Croix-Roussiens et des riverains concernant les modifications de la montée de la boucle. Les riverains parlant de nuisances sonores plus importantes et de très gros embouteillages entre 17h et 19h. Mais surtout, ce qui est peut-être plus inquiétant compte tenu de la période, c'est la difficulté pour les véhicules de secours pour rejoindre le plateau, pour avoir échangé avec des personnels, soit SAMU, pompiers, ambulances, et parfois même des véhicules de sécurité, police qui voulaient monter en urgence. Pour rappel, donc on n'a pas d'accès possible par la motée Bonafou, vous savez bien évidemment pourquoi, pour une durée indéterminée. Un constat, c'est qu'il y a très peu effectivement de vélos qui l'utilisent et qu'ils utilisent largement la rue Eugène Pons qui lui est préférée. Voilà. Donc je voulais juste savoir, puisqu'on est dans une période où il y a d'autres préoccupations bien évidemment, mais malgré tout ça fait partie du quotidien et entre autres par rapport à ces véhicules de secours comme je vous le disais. Est-ce qu'il y aura donc un bilan? Est-ce qu'il y aura des ajustements qui seront prévus? Voilà, c'était ma question. Et puis je voulais simplement compléter pour dire effectivement toute ma solidarité. Je suis bien placée dans mon entourage pour le dire avec la communauté des enseignants, avec les événements.
et que voilà, je pense qu'il est important, et je vous l'ai écrit, Monsieur le maire, je vous remercie aussi de m'avoir répondu, que c'est important de bien être en tant qu'institution soutien, puisque voilà, le corps enseignant a besoin de ce soutien dans cette période. Voilà, je vous remercie. Je crains qu'on ait été déconnecté. Ouh, vous êtes là? Parce que je ne vois plus le conseil. Ouais. Vont-ils se reconnecter? Oui. On va dire. Ah, on m'entend. C'est pas grave, ça parle de moi. Non, mais je voulais leur parler. Vous m'entendez? Elle s'est sentie un peu seule. Qu'est-ce qu'elle dit qu'elle... bon, d'accord, allez. Alors, je ne redis pas, c'est maison publique. Donc, Madame Palomino, je disais à l'instant, je suis un peu désolé, on n'a pas entendu la totalité de votre question parce que ça a été coupé. J'en ai entendu une première partie, je pense que c'est à propos de la montée de la boucle. Et la deuxième partie, je voudrais pas interpréter les quelques phrases que j'ai entendues, donc je ne peux pas répondre parce que voilà, il faut reformuler votre question parce que je n'ai pas votre map. Non, la deuxième partie n'était pas une question, c'était simplement un soutien fort à la communauté éducative, voilà, avec les événements, et dire l'importance, enfin, qu'ils se sentent soutenus par les institutions, la leur bien sûr, mais voilà, la nôtre aussi, voilà. Je vous remercie pour la deuxième partie. Sur la première partie, vous vous interrogez sur, j'imagine, la montée de la boucle. C'est bien ça? Non, c'est que tu m'entends plus maintenant. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Ok. Donc, vous le savez, c'est la coronapiste de la montée de la boucle était dans le plan de la métropole de l'équipe précédente. Donc vous ne la découvrez pas ce soir puisqu'elle était déjà prévue par les services sous la présidence de M. Kinelfeld. Il se trouve que dans le plan, évidemment, elle avait été, évidemment, on vous mettra entre parenthèses, vous comprendrez ce que je veux dire, il avait été décalé à après l'élection. On avait fait les coronapistes les plus faciles à mettre en œuvre avant l'élection et celles qui peut-être posent un problème un petit peu pour plus tard. On y est, et on l'assume. Et on l'assume totalement. Vous voyez que là, pour une fois, on assume totalement le projet de l'équipe précédente. Vous voyez, c'est dommage que vous ne le souteniez pas, justement, parce que c'était le projet de votre équipe à la métropole. Donc, moi, je l'assume, cette coronapiste. J'ai des retours, je le dis, très positifs de beaucoup d'habitants qui trouvent que le bruit s'est beaucoup calmé, que la circulation s'est apaisée, et qu'en effet, il y a quelques voitures à certains moments qui circulent, ça bouchonne légèrement. Quand on les compte, ça fait 15-20 voitures. Allez, ça fait un demi-bus, voilà, de gens qui sont pas contents parce qu'ils peuvent pas prendre cette piste comme une rampe de lancement, comme c'était le cas précédemment. Donc moi, je plaiderais, si on me pose la question, si les services de la métropole me posent la question, pour la maintenir, la pérenniser, et qu'on reste sur une seule file de circulation. Si toutefois, comme on me dit, les vélos la prennent peu, eh bien on plantera des arbres s'il faut, on végétalisera, mais je ne souhaite pas qu'on revienne à 2 files de circulation. Quant au service des secours, en effet, je m'en suis un petit peu inquiété. Actuellement, je n'ai pas de retour sur l'arrondissement, soit directement, soit via les services de la métropole, de plaintes, de réclamations, de demandes de l'hôpital à la Croix-Rousse ou de tout autre hôpitaux cliniques, parce qu'il n'y a pas que l'hôpital à la Croix-Rousse, il y a aussi l'infirmerie protestante et d'autres établissements médicaux, sur la difficulté d'accès au plateau de la Croix-Rousse. Donc on verra dans le temps. Pour l'instant, c'est une coronapiste. On verra, elle est supposée être provisoire. À titre personnel, j'espère qu'elle restera définitive. Merci. Je voulais juste rectifier que ça n'était pas un projet qui avait été décidé par l'ancien président de la métropole, mais qui avait été étudié par les services. Et en tant qu'élu, vous savez très bien qu'il y a une différence. Voilà, je voulais juste rectifier ça. Et ma question, c'était pas de dire qu'il fallait effectivement refaire 2 voies de circulation, mais peut-être aménager une voie pour les services justement, les services de sécurité ou les services voilà, les services de secours. Voilà, c'était plutôt dans ce sens-là, hein, pas forcément faire à nouveau 2 voies de voiture. Merci.
J'entends votre souhait de ne pas revenir à 2 voies de voiture de circulation, je vous en remercie. Et si d'aventure, en effet, il apparaît nécessaire que pour des urgences, il faille faire une piste d'accès uniquement réservée au secours, je pense qu'évidemment, on l'étudiera avec évidemment la meilleure volonté possible. Je crois que M. Rigaud voulait intervenir pour faire une réponse à Mme Pellet, si je me trompe. Allez-y, monsieur. Oui, c'était plutôt faire un remerciement aux policiers municipaux qui sont là ce soir pour assurer notre sécurité, donc la sécurité du conseil d'arrondissement dans le cadre du plan de Vigipirate renforcé. Et c'est vrai que je suis plutôt rassuré d'avoir une présence humaine ce soir que des caméras de vidéosurveillance qui n'auraient pas apporté grand-chose en cas de difficulté. Voilà, je vous remercie. Attendez, pas de confusion, l'un va pas sans l'autre. Hein. Mais c'est vrai, Madame Pellet, que l'un ne va pas sans l'autre, mais comme vous l'avez constaté, grâce à l'action et à la demande de Monsieur le maire de Lyon, il a réussi à obtenir, avec aussi celle de Monsieur Bernard, plusieurs centaines de policiers qui faisaient défaut dans l'agglomération. On a aussi un nombre de policiers municipaux qui fait défaut. Et comme vous le dites à l'instant, une caméra, ça nécessite non seulement des gens qui observent ce que la caméra filme, et aussi des équipages sur le terrain qui sont en capacité d'intervenir. Donc, vous voyez bien que si on investissait ou si on dépensait, suivant le cas, de l'argent dans des caméras à l'heure actuelle, on serait dans l'impossibilité, hélas, de mettre des hommes et des femmes en situation d'intervenir. Voilà, donc je souscris à ce que vient de dire M. Rigaud. Je remercie la police municipale, quelque part, d'être là, dans le froid, pour éventuellement intervenir si des fois nous avions un problème. Voilà, je vous remercie. Juste Monsieur Armando, la question. Allez-y. Vous créez une confusion entre la vidéosurveillance permanente et l'enregistrement de vidéos qui permet très vite quand même d'aller identifier des gens qui ont commis des actes sur la voie publique en regardant a posteriori évidemment les éléments et qui permettent aussi de faire avancer l'enquête. Ils sont de plus en plus utilisés. Ça a permis comme ça de trouver, je vous rappelle l'histoire de la rue Victor Hugo avec cet attentat heureusement manqué et qui a permis de court-circuiter et de récupérer, de trouver celui qui avait commis cet acte. Je peux vous citer des dizaines d'exemples comme ça. Aujourd'hui, heureusement qu'on peut arrêter des gens a posteriori, certes, mais là, aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui court dans la nature, soit parce qu'il a balancé une jeune femme qui refusait de lui donner une clope par-dessus un pont sur le Rhône et elle a failli en mourir, évidemment, ou alors celui qui a fait le crime, je ne sais pas ce que ça donnera si c'est un attentat, contre le prêtre orthodoxe. Voilà. Et donc, les caméras ont cette utilité et elles sont là pour rassurer les populations. Après, quand il y a ou plus simplement, rue Chazière, des gens qui se font cambrioler, il y aurait des caméras sur les voies de la rue. Par exemple, je dis rue Chazière, mais ça peut être rue du Mail ou ailleurs. Ça permet d'identifier et d'arrêter ceux qui ont fait quoi que ce soit dans la rue. C'est dans ce sens-là que je le dis et je maintiens que c'est fort utile aujourd'hui et demandé par les concitoyens. Merci. Monsieur Armando, vous voulez prendre la parole, je vous en prie. Oui, sur le contrôle des vitrines que vous avez évoqué tout à l'heure, j'ai eu vent aussi de ces contrôles. En fait, c'est un contrôle de conformité des enseignes et façades qui ont été déclarées cette année. Donc j'étais aussi un peu étonné, mais finalement, voilà, c'est un contrôle administratif de la conformité de ces façades qui ont été déclarées. Je rappelle que les enseignes et la publicité sont exonérées cette année par décision de l'ancienne majorité en mai, dans le cadre de la libération sous le Covid. Du coup, aucune taxe va être demandée aux commerçants sur leurs enseignes. Merci. Merci. Écoutez, s'il n'y a plus de prise de parole. Allez, monsieur Michelin. Excusez-moi, Madame Pellet, je vous ai envoyé lors du dernier conseil d'arrondissement un rapport sur l'efficacité de la vidéoprotection qui a été réalisé par l'inspection générale de la police nationale, de l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la gendarmerie nationale qui prouve objectivement, au terme d'une étude, l'inefficacité de la vidéoprotection, quels qu'en soient ses usages. Je crois qu'on va clore le débat ce soir. Si une caméra nous regarde, celle-ci, elle ne saurait pas amuser. Ah. Non, vaut mieux le clore parce que là, ça devient. Voilà. Et je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, le conseil est clos. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.
Samuel, je me suis fait engueuler à cause de toi par Madame Chenon, parce que tu t'es trompé gravement à l'oral. Je dis conseil de quartier ouest et pas est. J'ai dit est ou ouest. J'ai dit ouest et est. Ah, mais j'y cours, c'est que est. Non, c'est ouest qui a apporté le.